Bonjour Laura. Salut! Merci d'avoir accepté de nous parler de ton expérience d'ancienne sportive de haut niveau. Je vais te laisser du coup pour commencer te présenter et raconter un petit peu ton parcours, quel était le sport que tu pratiquais et qu'est-ce que tu fais maintenant. J'étais athlète de haut niveau en trampoline, donc j'ai commencé la gym toute petite en baby gym et puis j'ai arrêté en fait à 12 ans et je me suis dirigée vers le trampoline. Je suis rentrée directement au pôle espoir de Grenoble où je suis restée un an. Après le pôle a fermé, donc je suis allée directement au pôle France de Rennes. Je suis restée 2 ans et ensuite j'ai atterri au pôle France d'Antibes jusqu'à aujourd'hui où du coup je suis restée. D'accord, ok. Je voulais aborder avec toi, d'un commun accord, en fait, donc les domaines de vie, les différents domaines de vie dans sportif de haut niveau. Ouais. C'est quelque chose qui te parle. Ouais, exactement. Les 6 domaines de vie qui, moi, m'ont vraiment impacté dans ma carrière, qui sont, on va dire, le domaine familial, le domaine financier, environnemental, le pro, parce que j'ai été obligée de travailler à côté, parce que dans mon sport, malheureusement, on ne peut pas être payé en conséquence, en tout cas pas assez. Le relationnel aussi qui a été hyper important et impactant chez moi. Ok. Bon, on va commencer alors du coup avec tu m'as dit le premier. On peut commencer par l'aspect pro. Donc l'aspect pro. Donc pour commencer avec L'aspect, le domaine pro. ouais, exactement, qui est du coup l'aspect qui a été entre guillemets le moins impactant, mais en même temps où il a fallu une vraie organisation parce que on s'entraîne, enfin en tout cas pour ma part, je m'entraînais bi-quotidiennement. Donc Ouais. c'est pas possible d'avoir un travail sur la journée. Il fallait absolument que je trouve un travail le soir, sans finir trop tard non plus parce qu'il fallait pas que j'accumule de fatigue, qui me demande pas énormément d'énergie et dans lequel je me sentais bien et stable émotionnellement pour une fois de plus, voilà, pas accumuler trop de pensées négatives et de choses trop impactantes en termes d'énergie, quoi. J'ai choisi d'être maître d'internat au Ok. CREPS d'Antibes. Et ce qui me permettait en plus de continuer à côtoyer des sportifs parce qu'il y avait donc au CREPS de la voile, du basket, de la natation, etc., etc., quoi. Donc ça, c'était en parallèle de ton activité de sportif de haut niveau. Ouais, exactement. Je m'entraînais le matin, je m'entraînais l'après-midi et le soir, de 19h à 23h minuit, je travaillais en tant que maître d'internat, voilà, au CREPS, quoi. Moi, il y a une question qui me vient, c'est le sport de haut niveau, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Comment tu faisais pour gérer au final l'énergie que tu devais investir dans ta pratique pour performer, pour atteindre l'excellence, avec une activité à côté professionnelle? C'est clairement des choix de vie après, hein, donc moi j'ai choisi cette voie-là. Quand on est passionné, après c'est toujours plus facile. C'est une hygiène de vie effectivement qui doit suivre derrière. Et c'est pour ça que c'est ce que je disais, le pro est tout aussi important quand on est obligé d'aller travailler en dehors des entraînements, parce qu'il ne faut pas accumuler trop de fatigue. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce travail où finalement j'étais au contact de l'humain et l'humain j'adore ça. Donc Oui. émotionnellement j'étais hyper bien. Et derrière, bah, justement, je travaillais que jusqu'à 23h minuit. Donc, au final, ça me permettait d'avoir quand même 8 heures de sommeil par nuit. C'est un métier qui demande pas beaucoup d'énergie, qui demande juste de la présence, en fait. C'est vraiment de la présence. Donc voilà, quoi. Donc les horaires, mais aussi, comme tu viens de le dire, le gain, enfin le coût d'énergie, le coût énergétique. C'était pas Exact. un fait à côté de ça qui te faisait, qui te prenait beaucoup d'énergie. Tu as évoqué aussi quelque chose d'intéressant, tu as dit la passion tout à l'heure. C'est la passion, je suis passionnée. Est-ce que c'est un critère aussi qui est important pour pouvoir gérer toute cette charge de travail? Oui. Oui, oui, clairement. À un moment donné, quand on s'entraîne 8 heures par jour, oui, il y a le mental, oui, il y a plein de facteurs, mais la passion, ça reste quelque chose de primordial, quoi. J'étais passionnée par la compétition, en fait. L'entraînement, c'est pas que j'aimais pas l'entraînement, j'aime l'entraînement, mais notre objectif, c'est de réussir des compétitions.
Donc, et ce qu'on aime, c'est tout ce stress de la compétition, c'est de se pousser, enfin d'aller le plus loin possible, de faire le meilleur de soi, voilà, c'est vraiment cette montée d'adrénaline quand on rentre sur le plateau de compétition. C'est tout ça qu'on aime et c'est pour ça qu'on vit généralement le sport de haut niveau. Donc oui, les matins où on n'a pas envie, ben, on se dit, allez, dans 2 semaines, j'ai telle compétition, dans un mois, il y a les championnats du monde, où il y a les sélections, où il y a ci, où il y a ça. On se remotive toujours comme ça, quoi. Comment t'arrivais à gérer cet objectif ultime qui était les Jeux, donc ce résultat long terme, avec le process quotidien d'aller t'entraîner et de vivre ta vie de jeune femme en fait à côté. En fait, du coup, moi j'ai vécu 2 Olympiades que j'ai pas faites, mais en termes de timing, donc c'était Londres et Rio. Mhm. Euh, En fait, avec le recul aujourd'hui, j'ai conscience que sur sur les 4 ans de préparation pour Londres, j'ai conscience aujourd'hui que je n'avais pas conscience de ce Ouais. que ça représentait. Et donc, c'était un objectif effectivement que j'avais dans la tête et j'y pensais de temps en temps, mais ça ne m'impactait pas au quotidien. Mhm. Alors que sur Rio, j'étais déjà plus âgée, je savais beaucoup plus pourquoi j'y allais tous les jours. Et là, effectivement, plus l'étape se rapprochait et plus là, ça me mettait une pression, plus une pression, plus une pression, etc. Et c'est là où, après, sur le perso, ça impacte parce que on a beaucoup plus de stress au quotidien, du coup, on a beaucoup plus de fatigue, on va moins gérer la critique, on va moins gérer les entraînements ratés. Enfin voilà, ça a un vrai impact personnel sur l'après-entraînement, quoi. C'est comme si on avait le sportif qui était lié au perso et Ouais. qui se remêle quotidiennement. Et moi, ça m'arrivait de rentrer d'un entraînement que j'avais complètement raté Mhm. et ben, ma soirée était foutue. Après l'entraînement, il n'y a plus le sportif, il y a Laura. Mais donc du coup, Laura était pas bien en fait. Yes. Laura était saoulée, Laura était fatiguée, Laura était ci, Laura était ça, alors qu'en fait, elle aurait dû laisser le sportif à la porte de l'entraînement et rentrer chez elle et avoir une Laura normale, quoi. Mhm. Je Et comprends. ça, c'est hyper dur de séparer les deux, en fait, parce que justement, on est passionné. J'ai une autre question du coup pour terminer sur cette sphère personnelle. C'est vraiment comment t'arrivais à dissocier encore une fois euh, cette performance, cette recherche de performance constante dans ton sport, avec à côté peut-être des loisirs personnels, des choses où tu te faisais plaisir. On va dire que le gros avantage que j'ai eu dans ma carrière de haut niveau, c'est que je suis pas une fêtarde. Ok. Je suis plutôt casanière, donc ça n'a jamais été une vraie contrainte. Ce qui fait que les seules fois où j'avais envie de sortir, bah, je me le permettais parce que je savais que le week-end d'après, j'aurais pas envie de sortir. Donc, j'allais pas accumuler de fatigue. J'étais pas quelqu'un qui avait envie de constamment bouger, de constamment sortir, de constamment m'amuser. J'étais vraiment, désolée, j'étais vraiment focus ouais, sur les entraînements, sur ma carrière et je voulais vraiment pas accumuler de fatigue pour pas prendre le risque de me blesser et aussi pour pas louper trop d'entraînement. Voilà. Donc, ça, c'est une vraie chance que j'ai eue parce que je connais des personnes qui, effectivement, adorent la fête, adorent ceci, adorent cela. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que c'est des vrais choix où on se dit, je suis jeune, j'ai envie de profiter, j'ai mes amis qui sortent, j'ai ci, j'ai ça. Et bah, demain, j'ai entraînement et je peux pas être fatiguée, quoi. Je peux pas être fatiguée parce que mine de rien, on fait quand même un sport qui reste dangereux. Donc on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Je pose cette question parce qu'en fait, j'accompagne pas mal de justement les sportifs que j'accompagne me disent souvent qu'ils sont tellement drivés dans leur vie par leur ambition sportive, en fait, hein, que ce soit les jeux ou autres, qu'ils en oublient à côté leur autre sphère. Ben, c'est aussi pour ça qu'on aborde aujourd'hui ces domaines de vie, parce qu'ils en oublient de prendre soin d'eux à côté, de peut-être voir des amis, d'être la sphère du couple aussi qui est totalement délaissée souvent. Donc toi, en fait, tu avais la chance que ta personnalité déjà de base était en adéquation avec ce qui est nécessaire pour Ouais, vivre sa vie de sportif de niveau. exactement, exactement. Je Top. pense qu'on peut aborder le domaine environnemental, Mhm. qui est pour moi le quatrième plus important Ok. et Domaine qui est complètement lié à la structure où on s'entraîne.
où pour moi, il est important, quand on va intégrer une structure, de bien se renseigner sur comment est la structure, est-ce que tout est fait pour la performance, quels sont les entraîneurs, quels sont les athlètes qui s'entraînent là-bas, avec qui je vais m'entraîner, parce que tout ça, c'est quelque chose qui, au quotidien, parce qu'on va vivre quand même 8 heures par jour dans cette structure-là, donc il faut que ce soit en accord avec nos besoins à nous, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu préconiserais à un sportif qui peut-être n'a pas beaucoup de moyens et qui dans sa vie a des structures donc ce domaine environnemental qui n'est pas forcément au top? Pour moi, la première chose déjà, ce serait de savoir de quoi la personne a besoin pour aller vers la performance. Et ensuite, ce serait de communiquer. Pour moi, la communication, c'est fondamental. Et juste de communiquer sur ses besoins, sur comment on peut faire pour avoir telle ou telle chose que l'on n'a pas. Et après, c'est aux entraîneurs ou je ne sais pas, ça va dépendre des sports et des structures. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ça va être aux entraîneurs principalement. Ça peut être la mairie, ça peut être, voilà, ça va dépendre de comment fonctionne la structure dans laquelle on est, quoi. De négocier, voilà. Voilà, j'allais te demander, est-ce que tu penses qu'une négociation est possible une fois que tu es à l'intérieur de la structure pour éventuellement essayer de faire évoluer les choses? Oui, bah après, je pense que tout est possible, hein. Il y a des solutions de partout. Je me suis entraînée pendant 2 mois dans une structure à Reims. C'est un club qui m'a accueillie parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas de structure, justement. Donc, qui m'a accueillie. Et puis, bah, voilà, on a discuté, on a négocié sur quelle tranche horaire je pouvais m'entraîner, ce qui était possible pour moi, ce qui était possible pour eux. Et voilà, ça a été une vraie négociation de OK, on met tout en œuvre pour que ce soit au mieux possible. Alors oui, des fois, ça ne correspond pas à nos réels besoins, mais on s'en rapproche, en tout cas. D'accord, Et ok. c'est de s'en rapprocher le plus possible, quoi. Basculer sur le relationnel, je vais faire le parallèle, qui est super important. Le relationnel dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est super important parce qu'on vit tout avec eux. Que ce soit les réussites, que ce soit les échecs, que ce soit les remises en question, les entraînements qui peuvent être parfois très difficiles, le quotidien, on le vit vraiment avec eux. On part en stage à l'autre bout du monde avec eux, où on est coupé du monde parce que je suis partie en Chine, par exemple, pendant 12 jours. À l'époque, les réseaux sociaux étaient interdits en Chine. Plus le décalage horaire, en fait, ma famille, sur les 12 jours de stage, c'est les encadrants, c'est les athlètes, c'est les médecins. Et puis, en fait, on vit H24 avec ces personnes-là. Et ça, c'est pour ça que le relationnel dans le sport de haut niveau est super important. Ok, j'entends. Du coup, c'est vrai que là, tu as cité pas mal de... On pourrait penser que c'est des détails, en fait, mais tous ces détails peut-être associés font que tu te sens peut-être bien dans ta pratique, et donc, qui dit tu te sens bien, dit tu es peut-être plus à même de performer et d'atteindre tes résultats. Exactement. Si on recherche l'excellence, l'excellence se trouve dans les petits détails, justement. Ok. C'était pas mal cette phrase. Et du coup, donc pour poursuivre sur cette sphère relationnelle, donc tu disais que les relations sont super importantes pour que tu te sentes bien dans ton équipe. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ça? Est-ce que comment toi tu gérais ce relationnel quand tu étais sportive? Alors justement, moi, c'est quelque chose qui était assez difficile pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai ce recul-là de dire que le relationnel a vraiment une part importante parce qu'au final, tout être humain a besoin de relations sociales dans sa vie en règle générale, de base. Donc si en plus on prend en compte le fait qu'on passe 8 heures par jour avec ces personnes-là à devoir se dépasser tous les jours, à devoir aller chercher la performance à chaque entraînement, à chaque passage que je faisais sur le trampo, etc. Et ben, il faut prendre en compte ce relationnel. Et moi, c'était quelque chose qui était assez compliqué. J'avais un peu de mal, voilà, je m'entendais pas très bien avec le groupe avec lequel je m'entraînais. Je m'entendais bien avec eux, mais j'avais quelques petits soucis, on va dire. Et justement, c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai conscience de l'impact psychique et psychologique que ça peut avoir sur nous-mêmes et donc, par conséquence, sur notre entraînement en lui-même. Ok. Est-ce que tu as comme ça des petits, avec le recul, des conseils à donner sur... parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi chez les sportifs qui ont des relations peut-être compliquées des fois avec l'entraîneur, avec les autres coéquipiers. Est-ce que tu as 2 ou 3 conseils comme ça à donner Je vais dire
Le premier et le plus important, le plus fondamental, c'est de communiquer, c'est de parler, c'est d'expliquer les choses et d'expliquer avec son ressenti, avec ce qu'on vit, pour pouvoir trouver derrière des solutions adaptées, d'en parler à quelqu'un, peu importe la personne, que ce soit l'entraîneur, que ce soit un proche, que ce soit un ami, tout le monde est de bons conseils. Et derrière, si c'est un ami, forcément, c'est pas quelqu'un qui va avoir le pouvoir de changer les choses, mais peut-être qu'il va nous aider au moins à savoir comment en parler, à savoir à qui en parler. Donc la première des choses déjà, c'est d'en parler. Ou aussi à notre club, parce que notre club est aussi là pour ce genre de choses, quoi. Donc c'est vraiment de communiquer et d'en parler. Ok, d'accord, très bien. Bon, et quelle autre sphère du coup tu souhaites aborder? Quelle autre sphère était importante pour toi? Je vais aborder brièvement l'aspect financier, mais qui est super important aussi parce que dans mon sport et dans beaucoup de sports, on a du mal à en vivre, ce qui du coup nous demande de trouver un travail à côté. Donc on en revient au tout début à ce que je disais, et c'est quelque chose qui, dans la vie en général, peu importe notre métier, peu importe si on est sportif, peu importe, c'est quelque chose qui mange beaucoup d'énergie si on a des problèmes financiers. Ça crée beaucoup de stress, ça crée beaucoup de questionnements, ça crée beaucoup de je sais pas où je vais. Et le je sais pas où je vais empêche la performance. D'accord. Donc, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'il n'y a pas 20 000 choses à dire. La seule chose, c'est attention à trouver quelque chose, un bon équilibre pour justement ne pas avoir constamment ça dans la tête. Parce que quand on ne sait pas comment on finit la fin du mois, on ne peut pas être à 100% focus sur nos entraînements tous les jours. Parce qu'on a toujours cette peur de comment je vais faire à la fin du mois. Donc c'est en fait c'est une incertitude qui crée peut-être une anxiété dans ta pratique. Donc c'est peut-être le fait de créer de la certitude avec des moyens financiers OK qui amène à être plus de stabilité et de performance. Donc. Oui, exactement. OK. Exactement. Et le dernier, pour moi, qui fait partie des deux plus importants, c'est le familial. D'accord, OK. Et le familial, il faut déjà vivre ce qu'on vit pour nous et pas pour notre famille. Il faut que ce soit nos ambitions et pas celles de notre famille, de nos parents. Quand je dis notre famille, généralement, c'est nos parents, l'éducation qu'on a eue. Euh, et, et se sentir soutenu, leur parler, une fois de plus, on revient encore à la communication, et ne pas prendre leurs pressions, leurs ambitions et leurs envies pour nous. Si on a une famille qui nous soutient pas forcément ou qui est pas forcément présent, il faut savoir lâcher prise sur ça et se dire je le fais pas pour ma famille, je le fais pas pour mon père, pour ma mère ou peu importe, je le fais pour moi parce que j'aime ça et parce que je veux réussir telle chose ou je veux faire les JO ou peu importe la raison, mais c'est soit on est très soutenu par notre famille et il faut s'en servir de force, soit c'est pas le cas et ça peut arriver et dans ce cas-là, il faut vraiment réussir à lâcher prise là-dessus. C'est super important du coup ce point. Lâcher Ouais, ses attentes. ouais, parce que sinon on va être constamment dans l'attente de fierté de la part de notre famille, dans l'attente d'un retour, d'une reconnaissance qu'on n'aura jamais. Et donc on va constamment aller chercher plus et se mettre encore plus de pression et vouloir encore plus. Et on va droit dans le mur en faisant ça. Et comment justement t'as fait à l'époque pour gérer ça? C'est simplement ce qui m'a permis de me remettre en question une fois que j'ai arrêté, c'est toutes les expériences que j'ai vécues, justement, en bien, en mal, et qui m'ont impacté et qui m'ont fait être ce que je suis, enfin ce que j'étais quand j'ai arrêté et qui ne me convenait pas. C'est la C'était pas maturité en fait que tu as obtenue après par les là expériences de ta vie. exactement en fait, parce que quand j'ai arrêté, j'étais pas heureuse sur tous les points, je me posais beaucoup de questions. Et donc, je me suis remise en question sur tout ça. Et cette maturité m'a amenée à aujourd'hui avoir ce recul-là Mhm. sur tous ces domaines de vie. D'accord. Et du coup, c'est un point super important parce que souvent les sportifs de haut niveau sont jeunes en fait. Donc on leur demande une maturité, enfin une maturité leur est nécessaire, qui, de par leur jeune âge peut-être, est compliquée. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est qu'on n'est pas assez bien accompagné.
et que c'est un réel problème parce qu'effectivement, quand on nous enlève de notre cocon familial, peu importe la vie et les expériences qu'on a eues, quand on nous enlève à 12 ans, c'est pas normal. Il nous manque, il nous manque beaucoup de choses. Et, on arrive dans un milieu où généralement on est avec beaucoup de monde plus vieux que nous, donc on grandit super vite. Ouais. On nous demande une autonomie directe très importante. On nous demande beaucoup de choses sans nous accompagner psychologiquement. Et c'est là où pour moi il y a un réel problème et un réel travail à faire avec les fédérations, parce que c'est super important d'accompagner chaque athlète sur la connaissance de soi, sur comment gérer tout ça pour mieux le vivre en fait. Et pour grandir le plus naturellement possible dans un milieu où rien n'est naturel. Ok, c'est très joliment dit. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à ces jeunes sportifs qui visent le haut niveau, qui visent l'excellence? Si tu devais donner un conseil, lequel serait-il? Faites-vous accompagner, vraiment, véridiquement. Peu importe la manière, peu importe le domaine thérapeutique, que ce soit un psychologue, que ce soit un coach, que ce soit un sophrologue ou même par l'hypnose, faites-vous accompagner parce que ça demande énormément à un âge où normalement on n'a pas à vivre tout ça. Très bien. Voilà. Parfait. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour rebondir. Tu l'as pas forcément mentionné dans ta présentation tout à l'heure, mais tu t'es reconverti en tant que coach, c'est ça? Ouais, exactement. Une fois que j'ai arrêté le trampo à mes 26 ans, j'ai compris que l'humain, c'était ce qui me passionne, c'était ce qui m'anime réellement. Et voilà, ok, qu'est-ce qu'il y a autour de l'humain? Et donc, ça m'a amené à aujourd'hui être coach en développement personnel. Quel est ton objectif, là, Laura, du coup? Je vais dire que le principal, c'est d'être épanouie dans ce que je fais, de vivre de ma passion. Et sur, on va dire, des objectifs factuels à terme, sur du long terme, j'aimerais faire des séminaires et des conférences. Ok, très bien. Voilà. Bah, écoute, on te souhaite le meilleur, en tout cas, dans ton activité de coach. Je te remercie pour cette interview qui était très intéressante. Je t'en prie, avec plaisir. À bientôt, Laura. À Merci à toi. bientôt. Salut.